C'est jamais facile de passer après Robert, donc je vais faire mon possible. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne viens pas vous parler comme spécialiste de la corruption, parce que je n'en suis pas une. Je viens vous parler comme une professeure-chercheur qui s'intéresse à peu près tout ce qui est problème éthique dans nos organisations, sociétés, etc. Donc, hautement intéressée par ça. Et avec cette lunette-là, je vais tenter de répondre à ma façon à la question de cette deuxième journée de colloque, c'est-à-dire comment intervenir devant nos problèmes éthiques actuels. Je vais reprendre certains points qui ont déjà été évoqués, notamment par mon collègue André Lacroix, mais en les amenant un petit peu plus loin. Ça va m'amener, au final, à répondre à la question plus large du colloque, c'est-à-dire que peut l'éthique devant nos problèmes actuels. Donc, comment intervenir? Bon, ça va bien, ça commence. Voilà. Donc, comment intervenir devant nos problèmes éthiques concrets? Je pense que les conférenciers qui m'ont précédé ont bien démontré comment, en fait, l'éthique appliquée, qui est une discipline assez jeune, donc depuis sa création, a travaillé très fort à construire de façon conceptuelle cet objet-là qui est l'éthique, parce que c'était ça le défi, se créer comme discipline. Donc, les chercheurs qui ont travaillé dans cette foulée-là ont réussi à développer une approche assez innovatrice, assez porteuse, donc dans cette perspective réflexive, qu'on pourrait dire, qu'on a appelée autorégulatoire dans le petit manuel d'éthique appliquée à la gestion publique, donc en dehors du moralisme et du déonto-légal. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées là-dessus, beaucoup de choses qui ont été construites, notamment dans la foulée des travaux de Georges Legault. Ça a amené, donc, le développement de toutes sortes d'approches d'intervention en éthique appliquée qui étaient cohérentes, en fait, des interventions cohérentes avec cette conceptualisation très réflexive de l'éthique. Ma proposition aujourd'hui, et là vous allez reconnaître la sociologue en moi, ce serait de proposer maintenant de passer à enrichir l'autre partie de cette expression-là, l'autre partie de l'équation, c'est-à-dire la dimension appliquée de l'éthique. Non pas qu'on ne l'aurait pas fait, au contraire, je pense que la plupart des recherches et des interventions en éthique appliquée se sont beaucoup préoccupées de ça. Je pense entre autres au travail que Robert et Richard ont fait auprès des corps policiers. Ils ont passé un temps incroyable sur le terrain pour comprendre donc les problèmes concrets. Et dans la plupart des interventions, il y a toujours un diagnostic qui précède les interventions. Donc je pense que ça a été toujours au cœur de ce qu'on a fait en éthique appliquée. Mais en même temps, il me semble que ça n'a jamais été considéré comme une partie intégrante de l'intervention. C'était toujours considéré comme quelque chose de précédent, de préliminaire, un diagnostic préliminaire, et après, ça nous permet d'intervenir. Moi, ce que j'aimerais proposer aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que ça peut être, on peut lui donner une place plus formelle dans l'intervention pour vraiment faire de la recherche-intervention en éthique appliquée qui soit vraiment ancrée donc dans la compréhension des problèmes qui sont à la source de nos recherches et de nos interventions, dans un premier temps, donc avant d'intervenir, et éventuellement aussi, donc, pour enrichir cette dimension-là appliquée, éventuellement d'évaluer aussi de façon peut-être un petit peu plus systématique les conséquences des solutions que l'on propose à travers nos recherches et nos interventions. Je parle de solutions comme raccourci, je sais que ce n'est pas des solutions clés en main, mais on tente quand même en général de trouver des solutions à des problèmes. Donc, la dimension, ce serait ça, de bien comprendre, de mieux comprendre ces problèmes-là avant et en intervenant, et ensuite d'évaluer les conséquences de ce qu'on va proposer. Ce que je propose là n'a rien de très original. Et si on regarde, par exemple, le problème de la corruption,
Plusieurs disciplines se sont attardées, dans le fond, à essayer justement de comprendre ce problème-là de la corruption. Et il y a beaucoup d'études empiriques sur le phénomène de la corruption. On a essayé, par exemple, d'identifier les causes et les facteurs qui favorisent ou non la corruption. Hein, le niveau de développement économique va influencer sur le fait d'être plus ou moins corrompu. L'héritage colonial, la démocratie, est-ce que le pays ou le contexte est démocratique ou non? Est-ce qu'il y a de l'instabilité politique? On s'est aussi attardé à identifier les conséquences économiques, politiques, sociales de la corruption. On a fait des recensions des mesures anticorruption et on a tenté d'évaluer l'efficacité de ces mesures-là. Tant que ce soit des politiques de sanction des agents corrompus, les mesures de transparence accrue des processus décisionnels, l'augmentation des salaires des agents publics, la protection des sonneurs d'alarme, la rotation des fonctionnaires, etc. Donc, ce sont toutes des mesures qui ont été mises en place par divers pays, diverses organisations et qu'on a tenté d'évaluer. On a aussi tenté donc d'identifier les facteurs qui favorisent le succès ou l'échec de ces interventions-là. Donc, des chercheurs se sont intéressés à ça. Bon, ceci dit, dans ces recherches-là, on utilise souvent une définition assez restreinte de la corruption. Et là-dessus, Robert l'a mentionné, on se limite souvent à une définition de la corruption noire, hein, celle qu'on veut absolument bannir et celle qui est évidente. Mais on oublie peut-être les formes un petit peu plus subtiles de corruption qui sont la corruption grise ou la corruption blanche, ou corruption légale, comme appelait Robert. En regardant les conséquences de la corruption, on s'est souvent attardé aux conséquences économiques de la corruption. Mais qu'en est-il des conséquences symboliques? Georges nous en parlait, il y a des conséquences symboliques. Et celles-là n'ont pas été beaucoup regardées dans les études empiriques. On a regardé, par exemple, les facteurs de succès ou d'échec de ces mesures-là, les causes et les facteurs qui favorisent ou non le développement de la corruption, mais ce sont souvent des facteurs très généraux, des études qui sont très macro, faites par souvent des économistes, et donc qui ne nous permet pas souvent de comprendre, par exemple, ou d'adapter selon les situations. Le meilleur exemple, hein, quand on parle de le niveau de développement économique et la démocratie, au Québec, on est une société assez développée économiquement, assez démocratique, du moins je l'espère, et pourtant, dans les derniers mois, les dernières années, on a bien vu que le Québec connaît aussi son lot de corruption. Donc, est-ce qu'on peut se limiter à ces explications-là, ces facteurs généraux? Il me semble que, et c'est ce que plusieurs chercheurs en sciences sociales, dont je suis, essaient relèvent le fait qu'on aurait peut-être besoin de se rapprocher encore plus du problème concret, des problèmes concrets, dont celui de la corruption dont il s'agit aujourd'hui, en adoptant donc une définition plus large et des méthodes plus compréhensives pour éclairer, pour comprendre les problèmes éthiques, notamment celui de la corruption, donc pour se rendre de façon encore plus près de la réalité des situations spécifiques et en mettant à profit le point de vue des acteurs impliqués, en les écoutant et en essayant de comprendre ce qui se passe vraiment là-dedans. Donc, ça interpelle des approches que j'appelle multidisciplinaires, empiriques. Hein, donc, ça implique de passer par des méthodes socio-anthropologiques qui permettent vraiment l'étude du terrain, l'observation, les entrevues, les études de cas, etc., qui sont des méthodes qui sont particulièrement adaptées pour comprendre des problèmes éthiques qui sont des problèmes souvent complexes, hein, ou la corruption qui sont des pratiques souterraines et que, à travers les sondages que les économistes vont utiliser pour comprendre les facteurs qui amènent la corruption, ne seront pas nécessairement détectés. Donc, il me semble que c'est justement là que l'éthique, prise non pas dans un sens moraliste, mais plutôt dans une perspective pragmatiste, peut permettre de faire, donc de se rapprocher
de nos problèmes éthiques concrets et de mieux les comprendre. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si plusieurs de mes collègues on se rejoint justement, mais aujourd'hui sur le terrain de cette éthique pragmatiste et beaucoup de chercheurs aussi en sciences sociales parce qu'on est à l'interface dans le fond de plusieurs disciplines où on va mobiliser la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, etc. pour essayer donc non pas d'abord de théoriser, conceptualiser l'éthique pour ensuite l'appliquer, hein, mais d'abord comprendre la situation problématique sur le plan éthique et ses conséquences. Donc, comprendre le problème, les acteurs, le contexte, les conséquences, de façon beaucoup plus fine, avant même, donc, d'intervenir ou de proposer des solutions. Si on regarde, par exemple, la question du contexte, une étude très intéressante qui a été faite récemment par Hollier qui disait que en fait, il est important de regarder les institutions politiques et culturelles en place parce que le succès de nos interventions en matière de corruption est hautement lié à ça. Hein? Donc, l'adéquation entre le type d'intervention qu'on va faire, va être conditionnée par les institutions en place et une intervention qui va avoir bien fonctionné dans un contexte ne fonctionnera pas nécessairement bien dans un autre contexte. Et donc, c'est important de le comprendre. Ce sont aussi, c'est un type d'approche aussi qui peut nous permettre de comprendre des questions qui sont lancées. Je lisais hier un article de Francis Veil sur le fameux cas de SNC-Lavalin avec le CUSM et qui posait des questions comme est-ce que ça se pourrait que ce soit une culture organisationnelle hein, qui fait que ces pratiques-là sont arrivées? Et il posait aussi la question, c'est quoi l'intérêt de M. Duhem? Il ne semble pas avoir retiré d'intérêt personnel. Mais si c'est un intérêt organisationnel, est-ce que c'est plus acceptable ou moins acceptable et comment on agit devant ça? On ne peut pas nécessairement pointer la personne du doigt. Il y a peut-être quelque chose de plus large à comprendre derrière ça. Donc, je pense qu'une perspective pragmatiste de l'éthique et ça implique donc de faire attention aux personnes qui sont impliquées et ou touchées par ces problèmes-là et à leurs perspectives, donc s'intéresser à leurs valeurs, leurs motivations, leurs interprétations, les conséquences qu'ils ont subies aussi ou qu'ils ont fait subir dans le cadre de ces pratiques-là ou des problèmes que nous, on relève comme étant des problèmes. Mais aussi, et je pense que là, plusieurs l'ont souligné avant moi, de ne pas se limiter aux personnes, mais aussi aux dimensions systémiques du problème. Donc, de comprendre quelles sont les contraintes organisationnelles et institutionnelles qui ont agi dans le contexte pour mener à ce problème-là. Quels sont les rapports de pouvoir en place? Quelles sont les normes et attentes culturelles et sociales? Et si on regarde plus spécifiquement dans le contexte de la corruption, des études intéressantes, par exemple, Becker-Leclerc, en 1984, donc ça date, mais il nous expliquait comment, en fait, souvent, la corruption s'insère dans des structures relationnelles, hein, où est-ce que les personnes deviennent un peu... Si certaines personnes pensent ou créent la corruption, ceux qui participent à la corruption agissent souvent sous l'effet d'un pouvoir qui devient presque normatif. La corruption devient presque à s'imposer aux acteurs et qui en deviennent presque victimes. Donc, je ne dis pas ça pour essayer de légitimer les pratiques de corruption, mais plus d'essayer de comprendre que c'est au-delà de dire qu'il y a des bandits ou des pommes pourries, mais il faut essayer de comprendre comment tout ça a fonctionné, un petit peu comme un système, une structure relationnelle. Ou encore Gabionetta et ses collègues qui soulignaient comment, dans la corruption, par exemple, agit souvent ce qu'elle appelle le institutional ascription, le fait qu'on prête à des professionnels une certaine probité, une certaine intégrité et on fait confiance donc de façon un peu aveugle parce qu'on se dit, bien, ce sont des professionnels. Donc, toutes sortes de facteurs comme ça qui sont à regarder dans l'étude du problème avant d'être capable de dire comment est-ce qu'on doit intervenir, quelles sont les bonnes interventions à faire pour justement réussir à contrer de façon efficace le problème qu'on a identifié. Donc, quelle est l'implication pour la compréhension de cette perspective-là, donc pour nous aider à comprendre les problèmes concrets? Je pense qu'on l'a bien dit déjà hier, une place centrale et incontournable pour l'enquête. Une enquête qui est autant empirique que théorique.
hein? Donc, on construit de façon parallèle les solutions avec l'observation du problème. C'est quelque chose qui se fait de façon simultanée. Donc, on est vraiment dans de la recherche-intervention et c'est l'observation du problème et la construction de ces solutions vont s'enrichir à ce moment-là mutuellement. L'enquête permet donc d'envisager de façon critique les interprétations qui sont préétablies ou dominantes du problème et de sa solution, hein, d'aller au-delà de dire ce sont des bandits, il y a des pommes pourries et tout ça, mais d'essayer de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne et aussi de tester et donc d'évaluer et de réajuster de façon constante les solutions jusqu'à ce que celles-ci soient satisfaisantes, hein, amènent les conséquences ou les résultats que l'on souhaite. Donc, les implications, donc là, je disais les implications, une perspective comme ça, qu'est-ce que ça amène comme implication pour comprendre le problème? Les implications maintenant pour construire les solutions face à ces problèmes-là, ça voudrait dire, par exemple, ne pas partir d'une solution ou d'une intervention déjà prédéterminée, hein? Au contraire, être à l'écoute du problème, c'est aussi être ouvert donc à une pluralité de solutions qui vont agir à plusieurs niveaux, hein, qui vont donc faire appel peut-être à une complémentarité régulatoire, autant donc si besoin des approches autorégulatoires, préventives, réflexives, mais aussi peut-être des approches hétérorégulatoires qu'on va appeler dans d'autres recherches top-down ou normatives. Je pense qu'il ne faut pas quand même les exclure. D'autres auteurs vont parler aussi d'une autre approche qu'on a moins l'habitude de parler en éthique, mais c'est les approches de capacitation des citoyens. Donc, c'est l'idée de donner de la compétence aux personnes externes, aux parties prenantes externes. Donc, par exemple, donner de l'information aux citoyens pour qu'ils soient aussi, eux, capables d'agir pour agir sur le problème. Et ça implique nécessairement aussi qu'il y a peut-être des actions à faire sur les modes de gestion, sur les structures organisationnelles. Et c'est ce qui nous amène à voir que, en fait, dans ces contextes-là, des fois, il y a les limites d'une approche éthique de type réflexif ou autorégulatoire, justement à cause des modes de gestion ou des structures en place. Et donc, avant de travailler sur une approche qui permettrait de sensibiliser les personnes à des problèmes comme celui de la corruption, mais ce serait de faire ces changements au niveau des modes de gestion ou au niveau des structures organisationnelles. Donc, en conclusion, il me reste une minute, je pense qu'à travers la réponse ou ce que je viens de vous présenter, j'ai essayé aussi de répondre à la question quelle pertinence pour l'éthique? J'ai tenté de démontrer comment l'éthique, en fait, lorsqu'on donne une place significative et à part entière à sa dimension appliquée, peut permettre de se rapprocher, comme aucune autre approche, des problèmes concrets et de leur dimension humaine, contextuelle et axiologique, donc des valeurs qui sont au cœur de ça, pour mieux, par la suite, intervenir. Donc, dans cette perspective-là, on n'applique pas l'éthique, mais plutôt c'est l'éthique qui s'applique à comprendre les problèmes avant de vouloir les solutionner. Donc, je poserais la question, est-ce qu'il s'agit vraiment d'éthique appliquée? Hein? Certainement pas au sens anglo-saxon du terme de applied ethics, où est-ce qu'on applique l'éthique, mais ce serait plutôt une éthique qui serait pratique, empirique, construite et ancrée dans la réalité concrète et qui serait surtout pas donc une éthique qui serait moraliste, mais qui serait plutôt un lieu pour comprendre et penser nos problèmes concrets et leurs solutions potentielles et les conséquences de ces solutions-là à travers l'enquête. Merci beaucoup.